Les murs, certains sont venus avec des fourches. Ils fracassent les portes du Congrès, le cœur des institutions américaines, et battent les policiers qui n'ont d'autre choix que de reculer. Toutes les unités, repliez-vous. À l'intérieur, les parlementaires sont apeurés. Les agents de protection prêts à tirer pour sauver leur peau. Le vice-président Mike Pence, accusé d'être un traître par les émeutiers car il vient de valider le résultat des élections, est évacué en catastrophe. Il y a un an, ces images ont fait le tour de la planète. Ce 6 janvier 2021, la démocratie américaine, qui aime se présenter comme la première du monde, a bel et bien vacillé, comme l'a rappelé hier le chef des sénateurs démocrates. Le 6 janvier 2021 sera pour toujours un jour d'infamie et le dernier acte amer du pire président de notre ère moderne. Depuis, dans une enquête hors norme, le FBI a épluché toutes les vidéos. Plus de 700 personnes ont été inculpées. Beaucoup ont été condamnés pour dégradation de bâtiments publics, quelques-unes pour conspiration. Jacob Chansley, surnommé le chaman, a reçu l'une des peines les plus lourdes, 3 ans et demi de prison. Mes actions n'étaient pas une attaque contre notre pays, c'est faux. Pour moi, Donald Trump protégeait la Constitution, protégeait les Américains. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis déçu, moi et les autres, de ne pas avoir été pardonnés ou graciés. Une commission d'enquête, réduite à la Chambre des représentants, a aussi mis en lumière la responsabilité de Donald Trump. Avant, on va marcher jusqu'au Capitole. Mais aussi après les événements, comme vient de le révéler l'une des rares députées républicaines hostiles à l'ancien président. Nous avons eu des témoignages de première main assurant qu'à 2 reprises, sa fille Ivanka lui a demandé d'intervenir et de faire cesser ces violences. Un homme comme lui qui regarde à la télévision des policiers être battus est indigne pour tout futur mandat. Et pourtant, une large partie de la base électorale de Donald Trump souhaite son retour en 2024 et continue à nier la réalité du 6 janvier. Les démocrates étaient derrière ça. C'est leur faute. Tout ce qui a été dit par les médias est un énorme mensonge. C'est un complot, notamment du FBI. Joe Biden prendra la parole demain, un an après, pas sûr qu'il parvienne à unir son pays. Selon un dernier sondage, 1/3 des Américains pensent que la violence est parfois justifiée en politique. En Afghanistan, les talibans ont ordonné aux commerçants de couper la tête des mannequins en plastique dans les vitrines parce que ces mannequins n'étaient pas voilés. Le régime se durcit au fil des mois. Nos envoyés spéciaux sont parvenus à interviewer un jeune taliban qui a participé à la prise de Kaboul. Un témoignage rare, un document signé Dorothée Olyric, Nicolas Oher et Mortaza Beboudi. Officiellement, seul le porte-parole des talibans s'exprime, mais nous avons convaincu ce jeune combattant des forces spéciales de se livrer face à notre caméra. Zaïd a répondu à toutes nos questions pour donner sa version des faits. J'ai rejoint les talibans en 2014, j'avais 14 ans. Au début, je continuais mes études et j'allais les aider. Je suivais des patrouilles et je m'occupais des blessés. J'ai commencé à faire la guerre il y a 4 ans. À partir de là, j'étais sur la ligne de front, engagé dans des combats. Vous aviez 1 an à l'époque du premier gouvernement taliban. Qu'est-ce qu'on vous a raconté de cette période ? Le régime du Mollah Omar était un bon régime, un bon gouvernement. C'est ce que mes parents m'ont raconté. Puis les Américains ont envahi le pays parce qu'ils voulaient Ben Laden, mais les talibans ne l'ont pas livré. Un bon régime, pas pour tous. En 1996, les talibans prennent le pouvoir pour la première fois en Afghanistan. Les femmes doivent porter la burqa. Elles n'ont plus le droit de travailler ni d'étudier. Une chape de plomb s'abat sur le pays et dans les stades, le public assiste à des exécutions, comme celle de cette femme condamnée à mort pour adultère. Aujourd'hui, les talibans ne sont plus les mêmes. On a des comportements différents, on a changé. C'est ce qu'affirme la jeune génération des talibans. Mais leurs chefs sont en partie les mêmes que lors du premier régime. Est-ce que c'est encore au programme des talibans, les lapidations, les mains coupées ? Vous avez vu des lapidations maintenant?
Non, il n'y en a pas. Et vous coupez les mains des voleurs? Je n'ai pas d'informations sur ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit la charia. Pour vous, quel est le sens de la guerre que vous avez menée? On était heureux de tuer des infidèles. Parce que c'était une guerre religieuse. Et chaque jour, c'était un bonheur pour nous de combattre l'ennemi. Quand vous avez pris Kaboul, on vous voit filmer des vidéos de patrouilles. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? On était content de prendre enfin Kaboul. Notre rêve était de libérer notre pays des Américains et de la corruption. Notre objectif, c'était d'instaurer un système islamique avec la charia. Un objectif que nous avons atteint. Nous sommes le 15 août. L'arrivée des talibans crée un mouvement de panique. Ils sont des milliers à tenter de fuir coûte que coûte en s'accrochant aux avions. Un scénario que n'avaient pas imaginé les talibans, mais ils ont pour cela une explication. Pendant 20 ans, ils ont eu un maximum de liberté et ils sont devenus infidèles, corrompus et traîtres, car ils ne vivaient plus selon les préceptes de l'islam. Ils ont connu ce mode de vie à l'occidental, avec les étrangers, avec l'argent de la communauté internationale. Donc ils sont partis à tout prix, parce qu'ils ne voulaient pas perdre ça. Quelle place vous allez donner aux femmes demain? Les femmes auront la place dans la société que l'islam et le Coran leur donnent. Ils ne parlent pas des exactions à l'encontre des femmes, pourtant relevées par les organisations humanitaires. Et depuis notre interview, les talibans ont annoncé de nouvelles interdictions. La dernière en date, pas de voyage à plus de 70 km pour les femmes, sans être accompagnées par un homme de la famille.